bonsoir. Voilà, alors j'ai pris conscience de l'importance du rire dans ma vie le jour où j'ai failli mourir. On va se marrer, hein. C'est bien. Non mais parce qu'en fait je voulais commencer par une phrase style TEDx, vous voyez, je suis herbivore et j'ai jamais été aussi heureuse. Voilà, c'était pour ça que je voulais commencer. Je me présente, je m'appelle Perrine Pérez, je suis comédienne, humoriste et artiste multitâche en période de pandémie. Donc là. Et je suis très heureuse de vous parler ce soir d'un sujet qui me tient à cœur parce que je ne suis pas là pour vous faire rire, je ne suis pas là pour vous raconter l'histoire du rire, je suis là pour vous faire vivre le rire. C'est en tout cas l'entreprise que je recherche ce soir. Et pour tout vous dire, j'ai pris conscience que je prenais le rire comme mécanisme de défense et comme mise à distance du réel le jour où j'ai été à l'hôpital admise en soins intensifs. En fait, le truc, c'est que je venais de changer de vie. J'avais quitté mon entreprise, je venais de me lancer et au bout de 3 jours, simplement, mon cœur s'est emballé, au sens littéral du terme. Donc il passait de 20 pulsations à 220 pulsations minutes, toutes les 5 minutes. Donc c'était un petit peu stressant. Et à l'hôpital, les infirmières qui étaient autour de moi me disaient « Vous inquiétez pas, écoutez, le risque c'est que le cœur explose. Au pire, on a 2 machines pour vous choquer. » Je suis déjà choquée. Et en fait, à ce moment-là, j'hésitais entre soit céder à la panique, soit utiliser toute situation qui se présentait à moi comme une source de rire. Ça s'est présenté comme une manière un petit peu instinctive, très certainement une façon de se rassurer. Et c'est ce que j'ai fait. À tel point que le lendemain, quand l'interne de médecine est venu me voir, l'air très grave, et m'a dit « Mademoiselle Pérez, est-ce que vous avez eu des cas de mort subite dans votre famille ?» J'ai éclaté de rire en fait. C'est-à-dire que je lui ai dit en général on ne se prévient pas trop quand même de ce qui se passe. Mais voilà, je me suis servi de l'humour. Et même si l'humour ne m'a pas sauvé la vie, en revanche, il m'a permis de quitter cette sphère de l'angoisse et de me calmer, tout simplement me poser. Et c'est bien ça que je voudrais défendre ce soir, c'est ce besoin de recourir au rire et cette façon d'utiliser le rire, parce que le rire n'est pas seulement bon pour la santé, en fait, en réalité, il est vital et il nous apporte forcément quelque chose. Et d'ailleurs, le professeur Henri Rubinstein l'avait écrit dans son livre « La psychosomatique du rire ». Il a dit « 1 minute de rire correspond à 45 minutes de relaxation ». C'est quand même relativement intéressant parce que ça veut dire qu'on peut très bien éviter de méditer et éviter tout simplement de colorier des mandalas juste en regardant une vidéo de 2 minutes de pandas qui font du toboggan. Vous voyez, on peut optimiser son temps. Et même l'humour va nous apporter quelque chose qui va nous permettre de nous calmer et qui va nous permettre simplement de réguler l'état de stress. L'humour agit sur la respiration, la digestion, le sommeil, le système immunitaire, le système cardiovasculaire, le système neuro-hormonal, l'intellect, la mémoire, l'humeur, la douleur également. Il intervient sur tous les champs tout simplement parce que quand on rit, il y a une forme, le rire se déploie comme une onde dans tout le corps. C'est-à-dire que le rire est connecté directement à l'axe neuro-hormonal et donc quand on rit, on libère des neurotransmetteurs sous forme d'endorphines, de dopamine qui vont justement nous permettre à la fois de réguler l'état de stress mais aussi de nous sentir bien et les endorphines qui sont libérées dans le sang vont tout simplement être réceptionnées par les récepteurs de la douleur qui vont du coup s'amenuiser. Voilà, c'est ça l'intérêt du rire et c'est ce que je voudrais mettre en avant. Le rire et le corps sont intimement liés. Je ne suis pas en fait un sketch de première partie du TEDx. Il y a vraiment un lien, je vous assure, entre le rire et le corps et c'est ce que je voudrais défendre ce soir. Le premier à s'intéresser à la partie thérapeutique du rire, à l'aspect thérapeutique du rire, c'est Norman Cousin, dans les années 70. Alors lui, c'était un journaliste britannique qui était atteint d'une maladie dégénérative. Et en fait, cette maladie lui causait de très graves douleurs dans le bas du dos, mais également lui rendait ses membres atrophiés et il se savait condamné. Se sachant condamné, il a fait 3 choix. Il a dit, premièrement, je quitte l'univers anxiogène de l'hôpital. Deuxièmement, je vais prendre de la vitamine C à haute dose, il était bien sûr suivi par des médecins. Et troisièmement, je vais regarder l'intégrale des Marx Brothers. Et
des vidéos de caméra cachée. Et c'est ce qu'il a fait. Et effectivement, au bout d'un certain temps, il s'est rendu compte que 10 minutes de visionnage de vidéos lui permettaient de gagner 2 heures de sommeil sans douleur. Et par ailleurs, sa vitesse de sédimentation a commencé à ralentir. Ça ne l'a pas sauvé, mais ça l'a aidé aussi à se sentir mieux, en tout cas pour accompagner sa maladie. Donc lui, c'était très important, mais avant lui, d'autres médecins se sont intéressés au phénomène justement du rire et de ce qu'il provoquait en nous. Au IIe siècle, Galien, qui était le rival d'Hippocrate, a dit « Les femmes gaies guérissent plus vite que les femmes tristes ». Alors ce qui a été repris quelques temps plus tard sous la forme « femme qui rit ». Voilà, effectivement. Mais d'autres philosophes aussi se sont intéressés au phénomène du rire. Et alors en philosophie, le problème c'est que le rire est par essence même une perte de contrôle, puisque c'est un réflexe. Donc pour les philosophes, c'est relativement mal vu. C'est-à-dire que la pensée platonicienne parlait du rire comme d'une grimace à la laideur absolument terrible, perturbatrice, inconvenante et dangereuse même, puisqu'elle suppose la mise à distance du sujet en fonction justement de ce qu'il va recevoir par cet aspect compulsif du rire. Donc ça veut dire, en gros, quand on rit, on perd le contrôle et on est moche. Mais bon, ça c'est une autre interprétation. Et alors d'ailleurs, ça a été repris par une autre philosophe, plutôt des temps modernes, Kim Kardashian, qui a dit: moi, personnellement, j'ai arrêté de sourire parce que ça creuse les rides. Voilà. Ce qui est n'importe quoi. Et voilà, mais en tout cas, ça a été repris. Alors, vous allez me dire, oui, ok, c'est très bien, on réfléchit sur le rire, ce qu'apporte le rire, mais finalement, on aimerait un petit peu savoir comment arrive le rire. On a bien compris qu'il était vital et qu'il était important pour le corps et l'esprit. Eh bien, en fait, le rire, comme c'est un réflexe, ah oui. Oui, vous l'avez vu? Ouais. Vous avez ri un petit peu, il y a eu un petit rire. Beaucoup même. Non mais pourquoi il y a eu un rire? Parce que c'est un rire contextuel. On est dans un contexte un peu sérieux quand même, on est dans un TEDx. Je suis en train de tenter d'intellectualiser le rire, de philosopher autour du rire, et je me vautre. Voilà, tout simplement. LOL, PTDR, MDR, comme dirait le politologue Cyril Hanouna. Voilà. Et en fait, le rire, il survient justement quand une action ou une parole inattendue arrive brusquement dans le champ et va justement être en contradiction avec la signification attendue du public. Vous vous attendiez absolument pas à ça, de se vautrer. Donc, ça provoque le rire. C'est comme ça. Autre chose aussi, pour que vous donniez un exemple parlant, pendant le confinement, dans la mesure où le rire est justement très sociable, le rire est par définition partagé, on a vu fleurir beaucoup de vidéos, de textes, de dessins humoristiques qui nous ont permis à la fois de mettre à distance le réel et la situation qu'on vivait, et très certainement communier ensemble dans l'absurdité de notre existence, puisqu'on était tous perdus. Eh bien, on a pu voir apparaître une vidéo qui est relativement parlante. C'était lorsque notre président de la République, Emmanuel Macron, a pris la parole pendant le 2e confinement. Alors, il s'était filmé en selfie, comme ceci, et il venait de contracter le coronavirus, il voulait rassurer les Français et rappeler les gestes barrières. Cette vidéo a été reprise plusieurs fois, et notamment sous cette forme. Et donc, nous allons tous ensemble résister. Le vaccin va arriver, nous allons continuer de nous organiser. Je reviendrai vers vous très vite. Bon courage. Voilà. Oui, mamie, on a mis Macron en slip dans un TEDx, tout à fait, voilà. Donc pourquoi ça marche? Parce que c'est un humour de circonstance. L'humour réflexe, le rire réflexe, c'est justement ça. Il est provoqué par la chute, le lapsus, le jeu de mots, l'action inattendue qui va entrer dans le champ. Il y a bien sûr d'autres formes d'humour qui vont être corrélées au rire, comme par exemple la raillerie ou encore le malaise. Mais là, moi, ce soir, j'ai envie de m'intéresser vraiment à l'interaction entre le corps et le rire. Par exemple, quand on réfléchit à Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, c'était le pro de la pantomime. Lui, il était persuadé
que l'universalité du rire se traduit dans le langage corporel. Donc il était... au début, il était contre le fait d'ajouter la parole à ses films. Il a mis très longtemps, toute l'industrie cinématographique avait commencé à investir les sons, la parole dans ses films. Or, Charlie Chaplin a attendu 14 ans, et notamment la sortie de son film Le Dictateur, pour intégrer la parole dans son film. Dans Le Dictateur, comme vous vous en souvenez très bien, il incarne le personnage grotesque et revu de Hitler sous les traits de Hinkel. Et il a créé une langue, justement, pour pouvoir reprendre l'allemand et pour pouvoir traduire cette violence dans ses propos, dans son langage corporel également. Et il a beaucoup insisté sur des effets de langage, sur une impression un peu gutturale de sa voix, ce qui permettait d'appuyer encore le propos et d'utiliser, une fois de plus, le corps et cette fois-ci la parole pour traduire son propos. On va regarder un extrait du Dictateur. Hey, der Piloten sagt der Piloten! Und Rumänia bis ein Straff! Und der Blitzen sagt der Knütz! Hey, ich kleiner Straff! Mit der... Voilà. Effectivement, il a réussi à retraduire un personnage à travers des mimiques, des gestes et aussi une parole et carrément une création de langage. Et justement, le comédien s'attache à faire ceci. Le comédien, quand il va créer un personnage, il va aller travailler les gestes, la posture, la tenue du corps, il va travailler également le regard. Et on va avoir une opposition entre le corps du spectateur qui accueille le personnage et qui est donc en total relâchement, et le corps de l'acteur qui, lui, est sous contrôle, parce qu'il aura préparé son corps à intégrer la scène et à être sous les traits d'un personnage. Donc le comédien, par définition, se doit d'éduquer son corps. Quand il part en répétition et qu'il va travailler un personnage, il ne va pas seulement travailler le texte, il va aussi travailler le façonnage du personnage, et il va également travailler ses mimiques et toute son intégrité de personnage pour pouvoir la décerner au spectateur. Et c'est là qu'il y a une vraie relation qui se crée entre le comédien qui transmet le message et le spectateur qui est récepteur du message. Et ce lien, justement, ça crée, il a été créé et défendu notamment par Jerry Growski, metteur en scène polonais, qui lui mettait en avant le théâtre nu, c'est-à-dire il était contre toute forme de décor, de lumière outrecuidante, il était pour un théâtre nu où justement le comédien s'offre et offre complètement son jeu au spectateur qui reçoit justement le personnage et l'accepte dans sa réalité. Alors il y a une différence entre le comédien qui va intégrer un personnage à son univers et le clown. Le clown en lui-même est un personnage à part. Pourquoi ? Parce que lui, il se crée et il nourrit sa créativité dans le lien qui est diffusé avec le spectateur. Il utilise le spectateur pour créer le jeu avec lui. Et c'est pour ça que les clowns, en général, investissent les hôpitaux sous l'association Le Rire Médecin, qui avait été lancée par Caroline Simons. Et le clown, en intégrant l'univers de l'enfant, il le rend créateur d'un univers. Et c'est-à-dire que l'enfant va non plus être passif, comme il peut l'être dans le milieu hospitalier, et souffrir de cette donnée. En revanche, l'enfant va être actif et va créer l'action, le rire et la parodie des pouvoirs avec le clown. Donc c'est une inversion qui va se créer et qui va se créer dans la mimique et dans l'utilisation du langage du corps du clown. Donc vraiment, on est sur un schéma où le rire et le corps sont intimement liés dans le façonnage d'un personnage, mais aussi dans celui qui le reçoit, parce que ça crée une réalité. Et donc que ce soit le clown, le comédien ou tout personnage qui est présenté face à vous, l'idée c'est que vous puissiez l'assimiler et le vivre pleinement, vivre sa réalité. C'est un don de soi. Et moi aujourd'hui, ce que je voulais vous dire simplement, c'est le rire
est très important, non pas parce que vous allez vous sentir bien, même si c'est vrai, il y a une part de vrai, mais le rire est très important dans la vie parce qu'il est créateur de liens sociaux. Il va vous permettre de vous relier aux gens. Donc c'est pour ça que le rire est déployé en entreprise et c'est pour ça qu'on va insister pour vous créer des moments de vie, des moments de rire autour de vous, justement pour mieux vivre le quotidien, pour mieux vivre cette période de pandémie. Donc je vous invite à aller chercher le rire où qu'il soit, toujours autour de vous. Changez peut-être d'amis, mais en tout cas, je vous invite à travailler là-dessus et à intégrer du rire dans votre vie. Je terminerai juste par ces mots d'Alexandre Jolien qui disait « Rire, ce n'est pas fuir la réalité, c'est plonger corps et âme en pleine existence ». Donc ça se traduirait en langage ado, #je ris, donc je vis. Merci à vous.